Supplément de chill, c'est maintenant. Coucou les potes, on se retrouve pour une nouvelle semaine, cette fois avec exclusivement des lectures, d'ailleurs que des mangas, j'ai même pas fait exprès. En vrai, j'ai vu plein d'animés, et comme il y en a vraiment beaucoup qui arrivent en fin de saison en même temps, voire même en fin tout court, je me dis que la semaine prochaine, ça sera tout aussi bien de faire un épisode exclusivement avec des visionnages. Et oui, parce que entre Hell's Paradise, Genosha, Sentence to be a Hero, Fire Punch et Oshinoko, il y aura déjà un sacré morceau. Et si j'arrive même à finir Jujutsu Kaisen, je le rajouterai, mais ça c'est vraiment pas certain. Bref, cette semaine, on parle manga, et on commence avec un manga de Kei Sanbe, chez Kiyun, sorti le 19 mars, la 13e piste, le premier tome. Kei Sanbe, on le connaît pour Echoes, mais aussi pour le très très bon Erased. D'ailleurs, je ferai peut-être bien un épisode de supplément geek sur Erased, parce que c'est quand même vachement bien. La 13e piste, c'est l'histoire d'une famille, Toya qui est prof, sa femme Haru, et le fils, Ao, qui le pauvre petit père est visiblement plus souvent à l'hôpital que chez lui. Ça se déroule en 2018 et ils habitent dans une ville qui s'appelle Sakura Newtown. Dès le départ, on voit que Toya, le père donc, est assez fan d'un RPG qui s'appelle Grando Quest, à tel point que ses élèves lui demandent des conseils sur le jeu, et surtout, il a aussi transmis sa passion à son fils, et apparemment le goût des jeux de piste qui va avec. Il y a vraiment un moment que je trouve très mignon d'ailleurs, où le petit Ao sort de l'hosto, et ils ont une nouvelle baraque, et pour lui faire découvrir les lieux, Toya a caché un petit personnage que son fils aime bien, un petit peu partout dans la maison, et il doit les retrouver. Bref, je digresse, mais je trouve ça choupi. Un jour, Toya, qui semble pour le moment être notre perso principal, il trouve dans ses affaires une carte postale qui semble écrite par une main d'enfant, et qui annonce qu'un autre enfant va trouver une mallette pleine d'argent. Info qu'il vient d'entendre aux infos. Mais quand même, il comprend pas trop pourquoi il a cette carte, puis il en trouve une autre carte. Cette fois qui annonce encore une fois qu'un enfant va courir un risque mortel le lendemain matin. Dans le doute, il va se rendre sur les lieux, et oui, il sauve bien un enfant qui allait, par accident, se noyer. C'est important de dire que c'est par accident, parce que c'est pas une prévision de quelqu'un qui allait faire un crime. Le doute l'habite. Comment Descartes pourrait prédire l'avenir? Pourquoi lui et qui les écrit? C'est justement tout le sujet de ce premier tome. À noter, les 5 premières pages du manga se passent 1 an après, et on y apprend que 3 personnages sont morts dans l'incendie de leur maison à Sakura Newtown. Un mystère bien mystérieux. C'est très bien écrit. On reconnaît la patte de Kei Sanbe. Avec Erased, il jouait déjà avec des événements surnaturels, puisqu'il s'agissait de revenir dans le passé. Toujours sur fond de thriller, avec des personnages bien ancrés dans une réalité où il peut y avoir de la joie. Mais si on creuse, il y a des vraies blessures. Là, on voit les prémices. On gratte à peine la surface, mais je sens que dans la suite, on va apprendre des trucs bien lourds. Le manga joue justement avec cette tragédie annoncée. Est-ce qu'on peut empêcher l'inéluctable ou est-ce que lutter ne fait que le provoquer? Ce qui est bien avec son style d'écriture, c'est qu'on doute de tout. Quand on pense comprendre un truc, souvent, c'est qu'il voulait nous faire croire qu'on est malin. Puis il prend un virage dans une direction totalement inattendue et on se retrouve la mâchoire ouverte à se dire « Ah le bâtard !» Il y a de la tension. Pour le moment, c'est que le début. Mais on peut prédire sans trop de doute qu'elle va encore monter. Si on connaît un petit peu l'auteur, on peut avoir un sentiment de déjà-vu, que je nuance, dans le sens où il maîtrise quand même vachement bien qu'il change des éléments, le décor, et que finalement, c'est exactement ça qu'on veut quand on le lit, donc perso, je suis méga satisfait. Je dois quand même dire que Erased, ça date de 2012, donc il y a 14 ans. Et je trouve qu'au niveau esthétique, son style n'a pas évolué depuis. C'est peut-être même un petit peu en dessous. Ça m'a choqué au début de la lecture de la 13e piste, puis en fait on s'y fait, on se prend dans le récit et on oublie relativement vite, l'histoire est trop prenante pour qu'on s'y attarde. Je devais quand même le mentionner, donc voilà, c'est fait. Le 2e tome devra arriver le 2 juillet, et bonne nouvelle, le manga est terminé au Japon, donc on sait que ce sera en 7 volumes, et ça j'adore. On passe à la suite. Et quelle suite? Puisque récemment, j'ai décidé de me lancer dans une lecture que j'avais loupée. J'avais bien vu l'animé et adoré ça, vraiment adoré. Je parle de Dan Da Dan et j'ai lu les 5 premiers tomes.
Du coup, je vous propose de faire un point tous les 5 tomes, justement. Le premier tome était paru en octobre 2022 chez Crunchyroll et le 5e en avril 2023. Sachant qu'il y en a déjà 21 en France, bientôt 22, puisque le prochain sort le 8 avril 2026. Si ça se trouve, vous écoutez ce podcast et il est déjà dispo. Petit chanceux que vous êtes là. Et c'est un manga de Yokinobu Tatsu. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour vous rafraîchir la mémoire, Dan Dadan, c'est 2 étudiants, Momo Ayase et Ken Takakura, alias Okarun. La première croit aux esprits et le second aux extraterrestres. Elle est un petit peu populaire, elle est très mignonne, et lui, c'est un nerd à grosse binocle, trop timide pour parler à qui que ce soit, sauf quand il est la cible de ses camarades. Oh, le gentil petit camarade qui boulide le petit geek du fond de la classe. Eh bien un jour, Momo qui passe une journée de merde, va apercevoir Okarun pendant qu'il subit les brimades de ces petits chenapans d'harceleurs de merde, et contre toute attente, elle va prendre sa défense alors qu'ils ne se connaissent absolument pas. De là, ils vont commencer à se parler, ils sont trop mignons, et chacun veut prouver à l'autre qu'il a raison sur l'existence des fantômes ou des extraterrestres, et ils vont tomber sur les deux. Dès le premier tome, notre petit duo se retrouve dans des situations complètement dingues, avec des événements surnaturels à tout va, mélange de yokai, d'aliens, de malédictions qui enlèvent les coucougnettes, et il y a masse de combats, mais ça laisse aussi la place à une comédie romantique très drôle entre nos deux héros. Momo découvre, sans grande surprise puisque sa mamie est médium, qu'elle a des pouvoirs psychokinésiques, et Okarun peut utiliser la force d'un esprit qui a pris possession de lui, et grâce à ça, ils vont pouvoir affronter toutes les embûches qu'ils vont rencontrer, et ils vont en rencontrer pas mal. Bon, au tome 5, les personnages se connaissent déjà mieux, mais l'amour de jeunesse de Momo a refait surface dans le 4e tome, Gigi et sa turlupine le petit Okarun, qui était tout content d'avoir une amie le petit père là, et maintenant il est tout chamboulé. En vrai, jusqu'au tome 5, la série élargit son casting, enchaîne les affrontements et pousse encore plus loin son inventivité what the fuck, entre actions explosives, humour et moments de tension plus sombres. Vraiment, pour décrire la série, on peut dire que c'est ultra rythmé, très inventif, avec une action bien dynamique comme on aime, un humour débridé mais qui donne un vrai sourire, avec un fond de romance légère, trop mignonne, et un dessin qui claque bien, très détaillé, très énergique, super efficace. Ça alterne avec brio entre comédie et passages plus nerveux et étranges. Difficile de pas devenir accro à ce titre. En même temps, c'est pas pour rien que ça a eu un gros succès, surtout avec l'animé. Et d'ailleurs, j'avais jamais tilté avant de les lire et d'arriver au 5e tome, mais les couves sont très cool, et vous remarquerez un truc, je débarque peut-être, si ça se trouve vous le saviez déjà, mais le personnage au premier plan est toujours au second plan le tome suivant. Hormis au tome 15, mais j'en suis pas là, donc je peux pas dire pourquoi, j'imagine que c'est un tome de transition ou spécial, je verrai bien. Mais en tout cas, jusqu'au 22e et dernier tome pour l'instant, puisque la série est toujours en cours, eh bien ça se vérifie. Et on reste à l'école, mais cette fois, pas de pouvoir surnaturel. Du pouvoir oui, mais seulement celui de la hiérarchie. School of Villains, le 3e et dernier tome de la série, est sorti le 18 mars dernier chez Mangetsu, et c'est un manga de Hiromasa Okijuma. Ici, un jeune homme du nom de Joichiro veut devenir un vrai yakuza, et il intègre donc un lycée de voyous, où justement il y apprend les rudiments pour exercer ce beau métier. Il va défier tous ceux qui sont à la tête de l'école, et son but va être de prendre la direction du bahut, et pour ça, il va devoir donner de sa personne. Sauf que les défis, ce sont des jeux. Dangereux, genre un Shifumi où tu peux perdre un doigt, quoi. Et après une sévère défaite face à Masamune, le président du clan des étudiants, notre cher Joichiro refuse d'abandonner son ambition. Devant l'assemblée des délégués, il annonce alors qu'il vise toujours le sommet, mais la montée de niveau est pour le moins brutale. Pour continuer, il doit désormais affronter les chefs des premières, autrement dit des adversaires encore plus redoutables. Le tome 3 pousse donc la logique échelle de pouvoir au maximum, rivalité, défis et rapports de force, et grosse pression politico-sociale autour de son statut, puisqu'il est présenté comme le fils du Premier ministre. Ça sent la dernière ligne droite, vu que la série est très courte, peut-être même trop courte. Finalement, ça s'arrête de façon assez abrupte. J'espérais en voir beaucoup plus, escalader la violence, rentrer dans des vrais conflits, le voir galérer bien plus, et non, ça mériterait clairement de continuer, surtout que ça s'arrête au moment le plus intéressant, donc je suis grave déçu. En fait, si j'avais trouvé ça naze dès le départ, bon bah c'est nul, j'en parle pas, ciao bonsoir, mais le problème, c'est que j'ai bien aimé au début. Même là, le 3e tome,
ça va en fait. J'arrive juste à la dernière page, et là, fin. Bah non, faut la construire la fin. Faut qu'on sache la suite, comment il a pris la tête du lycée, les péripéties, et même après avec les vrais Yakuza. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé, et c'est d'autant plus dommage parce que c'est très beau. Vraiment, les dessins, ils sont superbes. Bref, l'idée était bonne, il y avait de la tension, c'était centré sur la conquête du lycée et comment le héros allait monter les échelons, et ça dégringole à la toute fin. Donc oui, j'ai grave apprécié lire ce titre, mais vous voilà prévenu, si vous vous lancez dedans, attendez-vous à une fin vraiment pas ouf. Et on finit la semaine avec Tower Dungeon, le 3e tome de Tsutomu Nihei, sorti le 18 mars également chez Glénat. On est sur une vraie dark fantasy de donjon, avec Tsutomu Nihei qui change un petit peu de registre. On est très loin de Blame, mais sans perdre ce qui fait sa patte. L'histoire démarre de façon assez simple. Un nécromancien tue le roi, enlève la petite princesse Inielia et l'emmène au sommet de la fameuse tour des dragons. Tout là-haut. Une première expédition est envoyée, mais elle se fait littéralement massacrer par les créatures qui peuplent l'endroit. Pour continuer la mission, le royaume recrute alors des gens plus ou moins ordinaires, dont Yuva, un jeune paysan, un peu brutos, pas très bavard, mais incroyablement fortiche. Il est balèze, le bougre. Et dans le tome 3, celui qui nous intéresse aujourd'hui, on monte encore d'un cran. Au niveau où ils sont dans la tour, parce que c'est une tour avec plusieurs niveaux, vous imaginez bien, Yuva, Lillicen et Eriko tombent sur des traîtres de la garde royale qui réclament une arme mystérieuse appelée la tueuse de dragons. Et à partir de là, ça commence à prendre une vraie tournure plus complotiste. Je vous rassure, il y a quand même de la bébête, mais il y a aussi des humains un petit peu cons qu'on a envie de détruire. Ce que je trouve intéressant dans Tower Dungeon, c'est que Nihei part de figures assez simples, mais il arrive quand même à créer une vraie dynamique. Déjà, on a Yuva, qui est un petit peu la porte d'entrée pour nous, lecteurs, et c'est pas le héros grande gueule, charismatique à l'ancienne ou je sais pas quoi. Lui, il a surtout une présence physique, il parle peu, il est brut, presque un petit peu rustre, mais il dégage une vraie force et une certaine timidité. Et du coup, il fonctionne super bien dans ce type d'univers, parce qu'il donne l'impression d'avancer dans quelque chose qui le dépasse totalement. Autour de lui, on a Eriko et Lillicen, deux personnages qui permettent d'avoir une vraie dynamique de petits groupes. On n'est pas dans une aventure solo, là on sent que chacun apporte une énergie différente, une manière différente de réagir au danger, et ça donne au manga ce côté expédition, presque mission suicide, où le groupe doit tenir malgré la pression. Et justement, cette pression, elle vient beaucoup de la tour elle-même. Parce que dans Tower Dungeon, elle est hostile la tour, pleine de monstres, de pièges, d'étages à franchir, et plus ils montent, plus ils sont épuisés. Mais elle révèle aussi les tensions entre les personnages, et plus largement, les failles du royaume. Parce qu'au début, on peut croire que le danger, c'est juste il faut monter, survivre, tuer des créatures, sauver la princesse. Mais non, on a une quête plus dense, avec des doutes, des combats, des embûches, et surtout un complot qui se dessine et qui est fort intriguant. Alors les dessins peuvent dérouter peut-être, ici aussi, c'est presque naïf parfois, pas toujours très clair, un petit peu fouillis, ça a son charme certainement, moi je suis pas sensible, mais ça a surtout quelques limites et ça empêche de profiter pleinement du récit, c'est un petit peu mon bémol, mais en vrai ça reste une super lecture et j'ai trop hâte de savoir comment Yuva va s'en sortir pour sauver la princesse. J'ai pas vu de date pour le prochain tome, sachant qu'au Japon, ils en sont au 6e et que c'est toujours en cours. Et donc cette semaine, la mention spéciale. Je pense que la 13e piste est une très bonne surprise. On retrouve ce qu'on a aimé dans Erased, ce côté thriller, suspense, mais aussi une petite naïveté dans les personnages qui balancent bien avec le côté drama de la chose. C'est vraiment agréable à lire, on se prend au jeu, trop cool. Et pour mon coup de cœur, je le savais déjà avant de les lire, puisque l'animé m'avait retourné le cerveau. Dan Dan Dan, c'est trop bien, c'est beau, c'est mignon, vraiment les personnages sont hauts en couleur, mais aussi très attachants, l'action est complètement folle, le postulat de départ aussi, toutes les situations sont rocambolesques, pile ce qu'il faut, je vois pas comment ne pas aimer ce titre, enfin, avec mes goûts, hein. Vous, je sais pas, mais si vous aimez bien les shonen un petit peu barrés, avec des personnages aussi farfelus qu'attachants, Dan 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 est fait pour vous. Et ça fait du bien de voir un perso féminin aussi badass que Momo, et sa grand-mère aussi d'ailleurs, donc gros coup de cœur. Est-ce que au tome 10 ce sera encore le cas ? Eh ben ça on verra bien. Mercredi, on parle encore de manga, mais cette fois c'est vous qui l'aviez élu, donc on parle de Adieu Eri, et on se retrouve dimanche prochain pour discuter de nos fameux animés. Bisous les Geekouniou,
abonnez-vous. Ciao, ciao. Hasta la vista, baby.